comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. Enfin, Luc, j'ai envie de dire, on commence à utiliser les armes. Habituellement, j'aime pas tout ce qui est guerre sale en politique, mais là, on dirait, je me dis, enfin, on saute sur l'âge des candidats principaux dans la campagne électorale pour les faire tomber, parce que pour moi, la course de l'âge d'or entre Joe Biden et Donald Trump, c'est quelque chose qui aurait dû ressortir tellement plus. Puis là, enfin, il y a des gens qui mettent le paquet. Et oui, mettre le paquet, on va revenir sur certains cas. Tout d'abord, oui, effectivement. Puis je dirais moins, en fait, une course d'octogénaire ou de presque octogénaire dans les deux cas, c'est la course aussi d'une autre époque. On devrait avoir droit à un peu plus de 109. C'est un thème sur lequel je suis revenu assez souvent. L'expérience, c'est une chose, mais on a besoin d'un équilibre avec une relève ou avec des représentants d'une autre génération. Oui. Maintenant, oui, effectivement, on met le paquet. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la campagne, déjà, on a l'air d'être très longtemps à l'avance parce qu'on vote dans un peu plus d'un an, mais tout ça est en préparation, puis il y a déjà des coups et des stratégies qui se mettent en place. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la majorité des candidats, pour ne pas dire tous les candidats, sont plus jeunes que M. Trump et M. Biden. Et ce qu'on tente de faire, puis on le fait de façon plus ou moins spectaculaire ou marquée selon le cas, on démontre qu'on est actif, qu'on est en forme, puis qu'on pratique l'activité physique sur une base régulière. Les Américains semblent fascinés par ça, la force puis l'énergie que dégage un président. Je ne sais pas, par exemple, si notre premier ministre fait du jogging, de la marche, s'il s'entraîne en salle. Je ne sais pas si M. Legault fait ça. On a déjà vu M. Trudeau combattre Patrick Brazeau, Oui. entrer, monter dans le ring À la boxe, se livrer ouais. un combat de boxe. Voilà. Mais ici, ça avait donné un autre point de vue. Je te dirais que pour plusieurs, on avait trouvé ça un peu, en tout cas dans mon cas, à la limite du ridicule. Aux États-Unis, on est fasciné par ça, puis depuis longtemps. Je ne sais pas si tu te souviens de Franklin Delano Roosevelt, qui est un président qui était en fauteuil roulant. Ouais. C'est un des premiers pour lequel on s'est intéressé à sa condition physique. On savait même combien le président Roosevelt pouvait bencher, combien il pouvait lever de poids. Lui le faisait en disant, si vous pensez que je suis diminué parce que je me promène en fauteuil roulant, parce que je suis atteint de paralysie, voilà ce que je suis en mesure de faire. D'ailleurs, c'est à lui qu'on doit pas mal cette tradition des bilans de santé que les présidents nous présentent régulièrement. Maintenant, pour en revenir à ceux qui sont là présentement, on va avoir le droit de regarder des candidats jouer au tennis. On va voir Tim Scott, par exemple, qui est le seul sénateur noir puis qui est dans la course pour la présidence. C'est un ancien joueur de football, puis un ancien bon joueur de football. On est capable de le voir suer à grosses gouttes à l'entraînement. On en voit d'autres jogger, comme le maire actuellement de Miami, mais qui est entré dans la course lui aussi du côté républicain. Donc, on va les voir redoubler d'ardeur, puis nous montrer qu'ils sont énergiques. Mais la palme revient à Robert Kennedy Jr. Et c'est pour ça que j'ai ri quand tu as évoqué ça tout à l'heure. La vidéo est devenue virale. Il y en a peut-être plusieurs à l'écoute qui l'ont vue. Écoute, ça ne s'invente pas. En même temps, écoute, chapeau, si à 69 ans, je suis dans cette forme-là, je serai content. Ouais. Si je me promène comme il le fait sur vidéo, inquiétez-vous pour ma santé mentale. Ouais, ça, Donc, c'est l'autre affaire. Ce qu'on a vu pour Robert Kennedy Jr., c'est une séance d'entraînement. Il a un entraîneur personnel. On le voit faire des push-ups. On le voit faire des push-ups avec la tête en bas, les pieds relevés. On le voit faire du bench press. Mais tout ça, comme mon petit-neveu le dit, tout ça, il le fait en chess, en bedaine. Donc, et il s'affiche avec une paire de jeans particulièrement moulantes, des skinny jeans. Et c'est là où c'est devenu viral. Et quand on lit les commentaires, écoute, on est plus dans le potin mondain, mais en même temps, il est en campagne électorale. Donc, on le voit à l'entraînement, torse nu, et pour un homme de 69 ans, je le rappelle, en très grande forme, pas une once de gras, que du muscle, mais comme ça, se balader en skinny jeans pour bien montrer finalement, pour décocher une flèche à l'endroit de M. Biden. J'ai 69 ans, mais regardez ce que ça donne, un gars un peu plus jeune puis un gars en forme. Ouais. Cela dit, et encore là, on parle de la perception qu'il y a à l'endroit de Joe Biden. Joe Biden s'entraîne 5 fois par semaine et pratique du vélo régulièrement. Ça aussi, je ne sais pas combien. Moi, je ne connais pas d'octogénaire
dans mon cercle d'amis, dans mon entourage, dans ma famille, qui s'entraînent 5 fois par jour et qui partent en randonnée de vélo encore régulièrement. Donc, il y a cette perception coriace, tenace à l'endroit du président Biden qui pourtant fait lui aussi la promotion de l'exercice physique. Pour M. Trump, c'est peut-être un peu plus dur. On le voit plus souvent en voiturette de golf, on le voit plus souvent sur les terrains de golf. On l'a vu à l'occasion prendre la raquette de tennis, mais ça tranche avec ce que véhicule comme image puis comme énergie, la relève, les candidats, et j'inclus M. Kennedy là-dedans, donc la relève, les prétendants au trône, démocrates comme républicains. Oui, puis je pense que ça dépasse peut-être même aussi la campagne électorale américaine, Luc. Là, c'est sûr, il y a toutes sortes de mouvements maintenant sur les réseaux sociaux où on fait la promotion de l'activité physique, le CrossFit, l'entraînement de boxe, etc., où on peut publier maintenant, puis partager, puis montrer à quel point on est fort. Puis il y a plein d'autres élus déjà aux États-Unis, même des plus controversés. Je pense à Marjorie Taylor Greene, qui a plus souvent publié, elle, qui fait des deadlifts, puis qui fait toutes sortes d'entraînements physiques. Puis ça dépasse même le cadre politique, j'ai le goût de dire, parce que là, tu sais, une des dernières frasques dans le grand monde des gens riches et célèbres, c'est Mark Zuckerberg puis Elon Musk qui veulent s'affronter dans un combat d'arts martiaux. Puis on a vu Georges Saint-Pierre, légende québécoise des arts martiaux mixtes, aller entraîner Elon Musk. Et on a cette espèce de si on veut, t'as raison, d'image. On a besoin d'être fort, d'être vigoureux, d'être entré dans un ring pour rendre des coudes. Ça a l'air de beaucoup plaire au public américain. Donc, je pense qu'on tient quand même quelque chose du côté de ces candidats-là, je crois. Voilà. Parlant de politique, parlant de Joe Biden, à la Maison-Blanche, on a retrouvé de la poudre blanche. Là, on se demande toujours, est-ce que c'est de l'anthrax? Est-ce que c'est de la ricine? Non. Semble-t-il, cette fois-ci, que c'est de la cocaïne. Puis évidemment, quand on parle de drogue, de Biden et de la Maison-Blanche, on pense à qui, Luc? Voilà, on pense à Hunter Biden. Et je tenais à ce qu'on en parle un peu parce que très souvent, ce genre de nouvelles-là, on en aurait peu parlé. Mais dans le climat polarisé, très divisé au plan politique, où on ne se prive d'aucun coup, ça, c'est une tradition politique américaine qui a toujours été un peu un sport extrême. On a dit, écoutez, on vient de trouver ça à la Maison-Blanche. On a même procédé à l'évacuation de la West Wing, l'aile exécutive, si on veut, à la Maison-Blanche. Et il semble que les premières analyses montrent, on n'a pas encore poussé l'analyse jusqu'au bout, que ce soit de la cocaïne. Et bien entendu, les réseaux de droite, je pense à One America Network ou je pense à Newsmax, n'ont pas hésité, eux, à faire le lien. On a trouvé de la coke à la Maison-Blanche. Hunter Biden est passé à la Maison-Blanche. C'est la coke d'Hunter Biden. C'est inquiétant de retrouver de la cocaïne à la Maison-Blanche. Ça va de soi. En même temps, on a trouvé ça durant la fin de semaine. Et Hunter Biden n'était pas à la Maison-Blanche en fin de semaine. Il était à Camp David avec le reste de la famille Biden pour aller souligner le 4 juillet. Donc, il était là. Par contre, il est passé vendredi. On a laissé traîner de la coke toute la fin de semaine à la Maison-Blanche. Pas sûr que les gens du ménage qui passent régulièrement aient laissé ça là. C'est l'endroit où on l'a retrouvé, c'est également un endroit où passent un certain nombre de visiteurs, voire de touristes qui visitent les installations. Donc, on n'en sait pas plus que ça sur l'origine de la problématique, mais encore une fois, c'est pour souligner à quel point Joe Biden va être constamment harcelé et hanté par les frasques de son fils. Est-ce que ça implique Joe jusqu'à maintenant? Rien de plus que je suis un père de famille qui se préoccupe de la santé de mon fils et il a dérapé solide. Mais on voit que si on s'intéresse aux médias plus de droite, ce que je fais en commençant chaque journée, ça, c'était une des nouvelles qui a circulé beaucoup. Donc, on la relaie, mais en disant, attendons les faits, attendons les résultats des analyses. Est-ce que Joe Biden laisse son fils consommer de la coke à la Maison-Blanche? A-t-il eu une rechute? Je pense qu'on en a pour une bonne année encore à s'intéresser, malheureusement, à ce côté-là, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas plus de preuves ou de liens avec le père dans des affaires qui auraient été malhonnêtes, on va être confronté à ce genre de potins-là ou de nouvelles plus ou moins sérieuses fréquemment. Oui, exactement. Ton image, je pense plutôt cette semaine, est la bonne. Hein? Le boulet au pied de Joe Biden, bien malheureusement là, pour lui. Il y a un juge d'une cour fédérale qui a pris une drôle de décision. Luc, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. On veut limiter les interactions entre l'administration Biden et les gestionnaires de réseaux sociaux. On parle de quel genre de gestionnaire? Leurs gestionnaires à eux, d'autres? Moi, je trouve que cette nouvelle-là, elle est fort intéressante. Parce que ma première réaction, ça a été...
pourquoi un juge empêche-t-il la Maison-Blanche de lutter contre la désinformation? Donc, en fait, l'administration Biden surveille un peu ce qui se véhicule comme fake news. Puis on s'en va en plus vers ce qu'on appelle les deepfakes, là, ces images hyper truquées et modifiées. Donc, je me disais, première réaction spontanée, j'en ai contre les mauvaises nouvelles, les fake news, donc contre la qualité de l'information. Puis ensuite, je me suis dit, le raisonnement du juge n'est pas bête non plus. Jusqu'où permettons à l'État, parce que quand l'administration Biden intervient, c'est l'État américain qui intervient pour dire aux réseaux sociaux, vous devriez intervenir plus et vous devriez sévir, interdire ou à tout le moins avertir les gens qui fréquentent vos plateformes que ce sont que c'est de la désinformation, que ce sont de mauvaises nouvelles. Mais on se rapproche en même temps, quand on fait ça, d'un contrôle de l'État sur l'information. Donc, c'est une mise en garde, j'ai l'impression. Je le prends comme ça. Oui, toi et moi, chaque jour, on met notre tête sur le bio, on partage, on en commente, on en analyse. Est-ce que jusqu'à quel point, par exemple, je tolérerais ici, puis on l'a vu avec la pandémie, ça a posé problème, on est confronté à ça. Jusqu'où je peux réagir? Le maire de Québec, par exemple, ici, avait coupé le financement, les publicités qu'on passait dans une station de radio en disant, vous véhiculez de la désinformation. Nous, on ne fera pas donc de placement de publicité chez vous, ce qui est une bonne source de revenus pour vous autres. On ne le fera pas. Et si spontanément, je me rangeais à l'avis du maire, je comprenais aussi la réaction des auditeurs qui disaient « Laissez-nous donc faire le ménage là-dedans, puis on va se faire une tête, on va se faire une idée, on n'est pas bête. » Puis pourquoi la Ville interfère avec la transmission de l'information dans une station? Il faut qu'il y ait des contrôles, il faut qu'il y ait des contrepoids, mais je pense que l'argumentaire du juge allait en ce sens-là. Jusqu'où mettons des balises ou comment encadre-t-on l'intervention d'une administration dans les médias? Et j'ai pas la réponse savante à ça. Donc, je répète, ma première réaction, c'est, comme prof en plus, luttons contre la désinformation. C'est une préoccupation majeure de mon quotidien. En même temps, jusqu'où je permets à l'État d'intervenir? Et est-ce que l'État peut pas abuser de ce contrôle-là? Puis pour ceux qui aiment Joe Biden, bien, imaginons que ce soit Donald Trump qui ait fait ça, qui tente d'intervenir avec son administration pour dire à des médias ou pour inciter des médias à bannir ou à annuler certaines informations. C'est problématique. Donc, la décision du juge, quelque part, je pense qu'il y a un fondement qui est dans une démocratie, un fondement qui est sain à cette décision-là. Ça sous-entend pas, par exemple, je crois que la liberté d'expression, on le sait, permet de tout dire et tout faire. Oui, absolument. Puis particulièrement intéressant, ce sujet-là, Luc, parce que tu as raison. Il faut avoir des balises. Comment l'État peut venir réglementer, s'ingérer dans les médias? Il y en a eu des dérives. Là, on assume que parce que c'est pas Donald Trump, mais c'est bienveillant autour de tout ça. Mais je vais prendre l'exemple, par exemple, en Hongrie. Viktor Orban, le président hongrois, pendant la pandémie, mais lui s'est donné des pouvoirs en disant les médias racontent n'importe quoi, alors je peux faire fermer des médias si ça me tente. Pardon. Puis on a profité pour, évidemment, établir un pouvoir beaucoup plus autoritaire sur ce qui était autrefois une démocratie pure et dure en Hongrie. Donc ça, c'est un exemple qui est extrêmement triste. Mais comment le baliser? Tu as tellement raison. Puis en même temps, les gestionnaires de réseaux sociaux, particulièrement, par exemple, de Facebook, ont beaucoup de difficultés à gérer la désinformation, puis les fausses nouvelles, les fausses informations sur leur réseau. Puis ils ont de la misère en anglais, mais c'est sorti là, dans les Facebook Papers, des grands documents là, de fuite qu'il y avait eu, qu'on a tellement de difficultés à le faire dans d'autres langues dans le monde que parfois, on laisse des gens faire des appels à la haine, des appels au meurtre sur des réseaux sociaux sans même les enlever. Donc, il y a tout un défi de modération, mais est-ce que c'est au gouvernement à s'ingérer directement? Je suis pas sûr non plus. Ça va rester à suivre, je pense, ce dossier-là, Luc, vraiment, parce que c'est... Voilà, c'est le principal motif pour lequel je trouvais ça intéressant. Mon premier réflexe, a été d'être sympathique à limiter la désinformation. Là, je me suis dit, ça va, c'est parce que j'ai pas trop peur de l'administration Biden en ce sens-là. Oublions les étiquettes puis oublions nos penchants politiques. La question demeure, jusqu'où l'État intervient-il là-dedans? Oui, c'est une très bonne question, toujours à se poser. On sort des États-Unis, on se transpose en Ukraine. Il y a toujours, évidemment, là, des accusations qui flirtent de part et d'autre là, de la Russie qui accuse l'Ukraine qui accuse la Russie, toutes sortes de choses. Là, c'est les Ukrainiens qui accusent les Russes d'avoir placé des explosifs sur le toit d'une centrale nucléaire. Évidemment, des allégations qui nous font tous froid dans le dos en ce moment. Qu'est-ce qu'il y en a autour de ça?
Voilà, donc, et c'est pas un dossier qui est récent, c'est la fameuse centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Donc, on s'inquiète beaucoup de cette centrale nucléaire-là depuis un certain temps. Les Russes en avaient pris possession. On avait freiné la production dans cette centrale parce qu'elle est en zone de guerre et qu'elle est susceptible donc d'être influencée, bien entendu, par les combats et les retombées, surtout des combats qui se déroulent autour. La nouvelle, elle tombe à peu près en même temps que des progrès ou des avancées de l'Ukraine dans la région, dans le coin de Bakhmut. Donc, est-ce que encore là, c'est toujours notre fameux traitement de l'information. Est-ce que la nouvelle tombe en même temps que ces progrès qu'on a sur le terrain? On vient d'ailleurs de larguer des bombes sur une ville qui était sous occupation russe depuis un moment déjà, toujours dans la fameuse région là, pour laquelle on lutte. Donc, les Ukrainiens avancent, continuent à progresser, puis en même temps, on dit, surveillez les Russes, regardez ce que font les Russes. À partir du moment où on parle de nucléaire, personne ne va prendre ça à la légère, pas plus que le reste de la guerre. Mais le nucléaire, c'est des retombées, et pas que pour l'Ukraine, potentiellement, dépendamment, bien sûr, des fuites ou de la vitesse à laquelle tout ça pourrait se déplacer dans l'air. C'est toute la région qu'on menace de retombées nucléaires potentielles. Donc, à suivre ce dossier-là de très, très, très près. Il peut s'agir, encore une fois, bien sûr, de ce jeu qu'on exerce, de cette pression qu'on veut placer sur le gouvernement russe, sur les épaules de Vladimir Poutine, qui n'a pas de difficulté à camper le rôle du méchant, soyons honnêtes, dans ce conflit-là. Mais donc, on dirige ça, on met le maximum de pression sur la Russie pendant qu'on continue cette fameuse offensive ukrainienne dont on parle depuis 2 bonnes semaines déjà. Donc, nucléaire, toujours triste, ça donne froid dans le dos. À suivre. Jusqu'à maintenant, en tout cas, le nucléaire, ça a été plus, peu importe qui en a parlé, les Ukrainiens ou les Russes, ça semblait être un levier, ça semblait être une menace qu'on faisait planer sans être prêt à y recourir réellement. Donc, c'est la dernière information qui émane de l'Ukraine à ce sujet-là. Oui, c'est d'ailleurs, ça me fait rire parce que je vais citer Donald Trump là-dessus. Es-tu prêt? Dans une entrevue qui disait « Il y a 2 mots en N qu'on ne doit pas prononcer. Le premier, vous savez c'est lequel, et le deuxième, c'est le mot, puis je vais même prendre ses mains, c'est nucléaire, qui a dit des dizaines de fois. Mais là-dessus, je vais donner raison. C'est l'autre mot duquel tout le monde a peur, puis avec grande raison, parce que ça dépasserait le cadre de l'Ukraine. Là, ça pourrait affecter le monde entier. On veut jamais se rendre là. Donc, beaucoup d'attention qui risque d'être portée sur cette région-là du conflit. Luc La Liberté, merci. Bonne journée.